Bonjour Arnaud. Merci de venir sur Fréquence Populaire. C'est un grand honneur, d'autant que tu nous parles de très très loin, depuis l'Asie. Alors Arnaud, beaucoup de gens te connaissent, surtout dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France. Tu es très suivi. Tu es un entrepreneur français. Tu as notamment fondé House Trip, que tu as réussi à revendre à TripAdvisor en 2015. Après, tu as déménagé en Chine et tu es devenu une des figures les plus écoutées dans le monde anglo-saxon au sujet de la Chine et de la géopolitique en général, avec, il semble, plus de 100 millions de lecteurs mensuels sur Twitter, ce qui est absolument colossal. Et donc, à chaque fois que tu fais un tweet, il y a énormément de followers, c'est beaucoup retweeté, c'est beaucoup commenté. Euh, D'ailleurs, on est ici très très nombreux à te suivre à Fréquence Populaire. Quand tu fais un tweet, en général, c'est un tweet très très documenté, euh, avec des analyses qu'on trouve rarement ailleurs, profondes. Comment en es-tu arrivé là? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette émission d'aujourd'hui avec toi? D'abord, bonjour Georges et merci beaucoup de m'avoir invité. Tout l'honneur est pour moi. Alors, oui, mon parcours, c'est, j'ai grandi dans la Drôme, à côté d'une petite bourgade qui s'appelle Dieulefit, pour ceux qui connaissent. Et puis Très belle ensuite, région, très belle région. ouais, effectivement, ouais, le nom, ça vaut bien le nom, Dieu le fit. Ouais. Et, euh, et puis ensuite, je suis allé étudier en Suisse, à l'école hôtelière de Lausanne. Et j'ai aussi un peu étudié aux États-Unis à l'université d'Harvard. Et pendant mes études en Suisse, j'ai rencontré ma femme, qui est chinoise, donc c'était ma première connexion avec la Chine. Et puis ensuite, voilà, on a créé Austrip Together, ensemble. Pardon, j'ai des relais en anglais. Je parle anglais toute la journée. On a créé Austrip ensemble, qui a plutôt bien marché. Enfin, c'était tout le parcours startup assez typique. On a eu des investisseurs, des ventures capitalistes, comme on dit, VC, qui ont investi. Et puis, voilà, on est passé de nous deux, moi et ma femme, qui ont créé l'entreprise dans notre salle de séjour à 250 employés. Austrip, c'était une plateforme pour la location d'appartements de vacances, donc un peu comme Airbnb. Avant Airbnb, on a créé la boîte un an avant eux. Bravo. Et puis voilà, on a vendu la boîte finalement en 2015 à TripAdvisor. Et puis on s'est retrouvé un moment de notre vie où on pouvait choisir une nouvelle vie, et on a décidé d'aller en Chine, parce que ma femme et moi, on voulait des enfants, et puis on voulait les éduquer dans les deux cultures, la culture française et la culture chinoise. Et bizarrement, c'était plus facile de faire ça en Chine qu'en France, puisque il y a des écoles françaises en Chine, mais il n'y a pas d'école chinoise en France. Donc voilà, c'était notre calcul en fait. Et puis, avant d'aller en Chine, je connaissais pas si bien la Chine. Enfin, j'y allais tous les ans avec ma femme pour voir sa famille, mais juste des séjours de 2 semaines comme ça, sans jamais avoir habité dans le pays. Et puis voilà, donc c'était ma première vraie expérience d'habiter en Chine. Et j'ai adoré le pays. Pour moi, c'est un pays absolument fascinant, avec une culture tellement différente que la nôtre. Intellectuellement, c'est très intéressant de comprendre la culture, la façon dont ils voient le monde, qui est radicalement différente de la nôtre. Et, Ce qui est euh, et intéressant aussi, je me permets de te couper, c'est important, parce que nos auditeurs ne le savent pas encore, mais tu vas venir faire des émissions récurrentes sur Fréquence Populaire, et entre autres pour nous parler de la Chine, parce que la Chine, c'est cette immense civilisation plurimillénaire qui est en fait finalement très peu connue en France, avec beaucoup d'a priori, voire des a priori vraiment très très stupides, et tu vas nous aider aussi à découvrir et à déconstruire ces a priori absurdes. Ouais, ouais, ouais,
impatient de continuer à discuter avec toi là-dessus. Oui, effectivement, la Chine, elle s'est développée vraiment à part du reste du monde, parce qu'elle a toujours eu cette tendance assez de se retrancher sur elle-même. D'ailleurs, si on voit derrière moi, il y a la Grande Muraille de Chine, ce qui symbolise bien cette tendance de la Chine de toujours vouloir ériger des murs autour d'elle, de vouloir se protéger du reste du monde et de rester, de conserver sa culture, de rester elle-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est qu'elle a perduré en tant que culture, parce qu'elle a toujours eu ce réflexe de vouloir se protéger des influences extérieures, mais aussi ça veut dire que c'est un pays qu'on connaît très peu, parce que c'est un pays qui n'a jamais fait de prosélytisme, par exemple. La Chine n'a jamais envoyé des moines taoïstes ou bouddhistes chinois au bout du monde pour essayer de convertir les Occidentaux à leur religion, des choses comme ça. Au contraire, ils ont toujours fait un effort que le reste du monde ne les comprenne pas. Pendant des centaines d'années, par exemple, il y avait des lois en Chine qui interdisaient l'enseignement du chinois aux étrangers sous peine de mort. Donc c'est plus ça leur réflexe, de faire en sorte qu'ils restent entre eux et qu'on les comprenne pas, plutôt que le contraire. Donc, Ce qui fait que voilà. là, il y a une véritable révolution quasiment culturelle en ce 21e siècle avec la Chine contemporaine, puisqu'il y a les routes de la soie, il y a les BRICS, il y a des investissements massifs dans beaucoup de pays du monde, récemment au Pérou, le Grand Port, en Afrique. Donc là, c'est un vrai changement, j'imagine, par rapport à Euh, T'as raison, la Chine s'ouvre beaucoup plus sur le monde, mais elle a toujours des gros problèmes pour s'expliquer au monde, je trouve. On parle toujours de la propagande chinoise et de ces choses-là, mais en fait, quand tu regardes la vraie propagande chinoise faite par les médias d'État chinois, ils sont vraiment très 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 mauvais pour s'expliquer. En fait, parce que à cause de cette histoire, à cause du fait que voilà, c'est vraiment pas dans leurs habitudes. Donc, Tu veux ils dire qu'ils commercent sont beaucoup. loin de l'USAID? Oui, voilà, ouais. Et très 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 loin même, à des années-lumière. Donc voilà, euh, ils cèdent pas en ce sens-là, quoi. Oui, juste pour en revenir à comment je suis arrivé à commencer à tweeter et à être vocal sur le sujet de la Chine, c'est simplement en habitant sur place, j'ai vu à quel point il y avait une divergence énorme entre ce qu'on disait sur la Chine et puis la réalité du pays, avec des mythes incroyables fondés sur vraiment rien, en fait, souvent complètement inventés. Et tout simplement, ça m'énervait tellement que j'ai commencé à tweeter là-dessus et à simplement parler de mon expérience en Chine, ma vie de tous les jours là-bas, et puis à chercher à comprendre aussi pourquoi il y avait ces mythes, qui les finançait, à qui ça bénéficiait, donc à faire plus d'analyse géopolitique autour de l'information sur la Chine, et puis voilà, de fil en aiguille, comme j'étais un des seuls en fait occidentaux qui communiquaient sur ces sujets, il y a de plus en plus de gens qui m'ont suivi, et on en est arrivé à la situation où on est. Alors, si je peux me permettre, tu es un petit peu modeste parce que euh, tu parles de la Chine, mais beaucoup de tes posts sont quasiment professionnels. Enfin, on voit qu'il y a un vrai travail. C'est pas juste ton avis le matin en te grattant, en te rasant, de dire ah, je vais parler de ça. Et puis, euh, on est très, 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 très au-delà de l'analyste moyen des médias qu'on a malheureusement en France. En fait, Vous pouvez passer beaucoup de temps parce que il y a vraiment de la matière. C'est pas. en fait, honnêtement, c'est ça, en fait. C'est le matin, en me réveillant, après le petit déjeuner, euh, déjà pendant le petit déjeuner, je lis les nouvelles, et puis voilà, ce qui me saute aux yeux, je tweete dessus, et je passe peut-être 1 à 2 heures le matin
un post assez argumenté sur un sujet, mais c'est pas mon activité principale. Loin de là, je suis toujours entrepreneur, j'ai une autre startup, et voilà, la majorité de ma journée, j'y passe là-dessus. Et l'activité Twitter, c'est vraiment un hobby à côté. Les deux choses ne sont pas du tout liées. Je tweete jamais par rapport à mon entreprise. Donc voilà, c'est vraiment juste quelque chose qui me passionne, la géopolitique, la Chine, la culture chinoise. Mais c'est pas mon activité professionnelle, et c'est aussi peut-être pour ça que les gens aiment me suivre, puisque j'ai pas d'enjeu en fait, je gagne pas d'argent là-dessus, j'ai pas spécialement de pression pour, comme peut-être certains journalistes, à produire des articles tout le temps, même si on sait que ça va pas être de bonne qualité. C'est juste quand il y a quelque chose qui m'intéresse, quoi. Donc je pense que ce côté authentique peut-être transparaît à travers mes tweets. Eh bien, écoute, on va te rajouter un nouvel hobby, de venir de temps en temps sur Fréquence Populaire pour, eh bien, en langue française, mais aussi en langue anglaise. Ça sera un développement qu'on vous présentera, nous parler eh bien, de tous ces sujets qui t'intéressent et sur lesquels tu fais ces excellentes analyses. Alors, pour cette première discussion, enfin cette première interview, on va parler avec toi de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui passionne euh, tout le monde. C'est un sujet d'affrontement géopolitique. On le voit très clairement en ce moment. C'est un sujet aussi qui, pour beaucoup de citoyens, qui est mystérieux. Ça a l'air compliqué, ça a l'air magique. Certains disent qu'il y a un terrible danger, que l'humanité pourrait disparaître. Bref, l'IA, sujet très très important, avec deux grands acteurs mondiaux, les États-Unis et maintenant la Chine. Donc on va en parler. Et je vais te poser cette première question. Est-ce que, dans quelle mesure l'intelligence artificielle est vraiment une technologie révolutionnaire? Est-ce que c'est aussi important qu'on le laisse croire, ou il y a de la communication derrière? Alors je pense que l'IA va changer beaucoup de choses, et d'ailleurs on commence déjà à le voir. Par exemple, personnellement j'utilise presque plus Google. Maintenant quand je veux faire une recherche, c'est quand même beaucoup plus facile d'utiliser l'IA. Euh, Tout le monde se concentre sur les modèles, à quel point ils sont intelligents, si on va arriver à l'intelligence artificielle générale, l'IAG, je crois qu'on dit en français. Mais je pense que ce qui comptera infiniment plus, c'est les applications qui découlent de l'IA. Je pense il faut voir l'IA comme l'électricité ou le moteur à vapeur ou le moteur thermique. C'est une technologie fondamentale, mais l'important, c'est pas tant la technologie en elle-même, mais ce qu'on va en faire. Donc, c'était pas le moteur thermique qui comptait en tant que tel, mais les voitures et les tracteurs, par exemple. Et pour moi, la question la plus importante que, que les gens se posent rarement, mais qui je pense est fondamentale, c'est si l'IA va accélérer la productivité. Si on regarde le moteur thermique, par exemple, c'est l'exemple d'une invention qui a considérablement augmenté la productivité, puisque bah, ça a permis l'émergence des tracteurs, et ce qui a permis évidemment aux paysans, aux agriculteurs, de travailler moins, de produire plus. Donc ça a eu un effet énorme sur la productivité, et qui dit augmentation de la productivité dit aussi augmentation des richesses, puisqu'on est le même nombre de personnes. Si on est plus productif, bah, ce même nombre de personnes peut produire beaucoup plus de richesses. Voilà. Et il y a une autre possibilité où ça augmente pas la productivité, comme l'Internet, par exemple. Beaucoup de gens se disent qu'ils vivent dans une période où la technologie change beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, l'Internet, c'est assez paradoxalement un exemple de technologie qui a eu quand même beaucoup d'impact sur nos vies,
mais qui a eu un effet quasi nul sur la productivité. Si on regarde par exemple la productivité en France, j'ai regardé depuis le début des années 2000, nos gains de productivité baissent d'année en année. C'est assez fou. Alors qu'intuitivement, on aurait pu se dire, voilà, l'Internet, quand même, ça change tellement de choses que ça devrait nous faire nous donner des gains en productivité. Ben non, c'est pas le cas du tout. Donc, C'est vraiment très intéressant parce que c'est complètement contre-intuitif et ouais, voire contraire à ce que parfois on nous dit. ouais, ouais, je suis d'accord, c'est complètement contre-intuitif et quand on a des changements importants dans la société liés à une technologie qui n'accélère pas la productivité, euh, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de richesses supplémentaires qui sont créées grâce à ces technologies, euh, mais ça a souvent des effets de redistribution des richesses, comme on a vu avec l'Internet et je sais pas comment on les appelle en français, les GAFAM, où voilà, ils ont réussi à s'accaparer quand même beaucoup euh, de richesses du monde entier, quoi. Mais ça n'a pas vraiment créé de nouvelles richesses. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, paradoxalement, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que l'intelligence artificielle, ce qui est très inquiétant, c'est si ça remplace énormément de jobs. Moi, je pense au contraire que ce serait la bonne nouvelle si ça remplace beaucoup de jobs, parce que ça veut dire que ça augmente considérablement la productivité, donc que ça crée des nouvelles richesses au lieu de redistribuer les richesses. Ça crée de l'abondance, les gens qui sont remplacés par l'IA peuvent faire d'autres activités, ou une personne peut produire beaucoup plus qu'il produisait avant. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Pour moi, c'est une question absolument centrale et je préférerais beaucoup que l'IA soit une technologie qui accélère la productivité parce que ça créerait tout simplement plus de richesse pour tout le monde. Après, il faut voir comment cette richesse euh, sera distribuée, mais c'est plus facile de distribuer équitablement de la nouvelle richesse plutôt que si ça en crée pas, quoi. Très bien. Je l'ai dit, il semble qu'il y a un affrontement entre les États-Unis et la Chine sur la question de l'IA, ou en tout cas, ça nous est présenté de cette manière-là par certains. On pense en particulier au discours de Vance à Paris. Euh, Quels sont selon toi les principaux dangers et challenges de l'IA d'un point de vue géopolitique? Euh, je dirais que j'en vois trois principaux. Euh, Tout d'abord, la technologie est toujours intimement liée à la puissance d'un pays. Donc, si un pays ou un groupe de pays arrive à prendre une avance importante par rapport à d'autres sur l'intelligence artificielle, ça pourrait considérablement changer les choses par rapport au rapport de force en place sur l'échiquier géopolitique mondial. Donc, un bon exemple de comparaison, c'est à l'époque de la révolution industrielle. En fait, avant la révolution industrielle, le monde entier était plus ou moins assez égal euh, et, euh, et la puissance des pays, technologie égale, dépendait de la taille de leur population plutôt. Euh, mais grâce à la révolution industrielle, l'Occident, en commençant par l'Angleterre, a eu un avantage concurrentiel par rapport aux autres pays, qui a beaucoup augmenté leur productivité d'ailleurs, et ce qui leur a permis, comme on sait tous, voilà, de conquérir en fait le reste du monde, quoi. Ça s'est développé à l'Occident, on a aussi eu accès à cette technologie, et puis grâce à ça, l'Occident a réussi à dominer le monde pendant 3 siècles. Donc c'est pas anodin, des changements technologiques comme ça peut vraiment changer les choses. Donc ça c'est un premier point. Euh, Deuxième point, un des dangers, c'est en termes d'autonomie stratégique. On pourrait se retrouver avec une forme de colonisation numérique encore plus importante qu'aujourd'hui.
on a vu, c'est beaucoup arrivé avec l'Internet, surtout en Europe, en fait. La Chine s'est assez bien défendue par rapport à ça, mais l'Europe a fait vraiment un boulot désastreux autour de cette question, et on se retrouve colonisé numériquement vraiment par les États-Unis, quoi. Ça, c'est Euh, vraiment très intéressant. On va peut-être l'aborder plus tard, plus en détail, mais ce point que tu soulignes, euh, et d'ailleurs, c'est pas que la Chine, la Russie semble avoir suivi le même chemin. c'est vrai. D'ailleurs, en alliance sur un certain nombre de technologies avec la Chine, d'avoir une véritable souveraineté dans ces domaines, là où Ouais, l'Europe, les dirigeants européens de l'Union européenne ont laissé tout filer un petit peu et se réveillent un peu avec la gueule de bois, justement, en ce mmh, moment, sur ces questions-là, et sur les questions géopolitiques ouais, en général. ouais. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et ouais, ouais, c'est un sujet central, donc ravi d'en parler tout à l'heure. Et puis je pense que le 3e danger de l'IA, et c'est assez lié à l'autonomie stratégique, c'est tout ce qui a trait au contrôle de l'information. Je pense qu'on va vers un monde, petit à petit où, on obtiendra de plus en plus notre information à travers l'intelligence artificielle, qui peut être un outil formidable de propagande, puisque elle peut, l'intelligence artificielle peut vous connaître d'une façon où elle peut vous manipuler, vous faire croire à certaines choses ou pousser certaines idées de la façon la plus attractive pour vous, quoi. En gros, donc ça peut être un outil formidable pour disséminer des idées et contrôler la façon dont les gens pensent. Et évidemment, c'est une question d'autonomie stratégique aussi, puisque mettons que nous, on est dans une situation en France où, comme on disait juste maintenant, on est assez colonisé numériquement par les États-Unis. Euh, et, euh, et, et mettons qu'ils nous dominent aussi autour de l'intelligence artificielle, ils peuvent faire croire à notre population des informations, une compréhension du monde qui sont dans leur intérêt, mais pas dans le nôtre. Voilà, c'est un enjeu quand même important. Donc je pense qu'il faut beaucoup travailler sur cette question pour que les Européens puissent avoir garder cette autonomie sur l'information pour qu'on ait une information, une façon de comprendre le monde qui soit dans notre propres intérêts. Alors justement, en parlant d'intérêt, de vision du monde, de modelage, en fait, des perceptions, on a eu pendant très très longtemps, et toujours d'ailleurs, une très forte influence en Europe de la part des États-Unis par le biais d'abord du cinéma, Hollywood, puis des séries télévisées. Euh, euh, je voudrais aborder maintenant plus en détail avec toi la vision des États-Unis par rapport à l'intelligence artificielle. Et pour l'aborder, j'aimerais introduire avec cette séquence tirée du speech de Vance à Paris, et que tu as d'ailleurs commenté de manière très intéressante dans deux tweets très remarqués. Je ne suis pas là pour parler du sujet de la sûreté, de la sécurité de l'IA, ce qui était le sujet il y a 2 ans. Nous sommes là pour parler des opportunités. Donc, nous sommes à l'avant-garde. Et la réponse, généralement, c'est d'avoir peur de prendre des risques. Je pense que les applications seront innombrables dans la création d'emplois, la santé, l'expression libre, la sécurité nationale et autres. Donc, j'ai 4 points saillants à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, c'est de s'assurer que la technologie américaine reste ce qu'il y a de mieux dans le monde pour que nous soyons le partenaire de choix pour les États et les sociétés à l'étranger. Deuxièmement, nous pensons que l'expansion du secteur pourrait être atteinte et donc nous voulons faire en sorte que les politiques favorisent le développement de l'IA.
Troisièmement, nous pensons que le biais idéologique n'a pas sa place dans l'IA et qu'il ne faut pas que cela soit utilisé comme outil de censure autoritaire. Et quatrièmement, l'administration Trump va maintenir une voie en faveur des emplois pour que cela puisse susciter davantage de création d'emplois. Quand on parle du remplacement de la main-d'œuvre, en fait, ce n'est pas ce dont il s'agit. Je pense que c'est davantage de prospérité, de liberté qui nous attendent. Le pouvoir de calcul nécessaire est essentiel pour l'avancement de cette technologie et pour sauvegarder l'avance qu'a les États-Unis. Et le président va s'assurer que les systèmes les plus forts qui soient conçus aux États-Unis avec des puces fabriquées aux États-Unis. Aux États-Unis, nous sommes à l'avant-garde et ce n'est pas un accident parce que nous favorisons un environnement réglementaire qui permet l'expérimentation. Nous avons un décret qui a été publié par le président pour éviter un régime trop réglementaire. Cependant, nous sommes troublés par le fait que certains gouvernements envisagent de serrer la vis sur des sociétés américaines dans leur pays. Les États-Unis ne peuvent pas accepter cela et ne le feront pas. L'avenir de l'IA ne sera pas gagné en pensant à la sécurité, cette possibilité d'une autre révolution industrielle, aussi importante que la machine à vapeur, entre autres choses. Mais cela ne se produira pas si on empêche les innovateurs de prendre les risques nécessaires pour faire avancer les choses. Avec la technologie 5G et ce qui est financé, subventionné par des régimes autoritaires, comme vous le savez, comme je le vois, vous avez vu, de par votre expérience, que le fait de rentrer en partenariat avec eux, c'est de se tourner vers une entité qui essaye de rentrer dans vos données. L'administration veut être très claire sur ce dernier point. Nous allons toujours mettre au centre de notre politique sur l'IA les Américains, la main-d'œuvre américaine. Il est important d'être concentré, de concentrer nos efforts sur les opportunités pour essayer de libérer l'innovation et faire en sorte que l'IA puisse améliorer le bien-être de nos pays et de leurs peuples. Avec une grande confiance, je peux vous dire que c'est une opportunité que l'administration Trump ne va pas gâcher. Et nous espérons que toutes les personnes ici présentes aujourd'hui pensent comme nous. Merci beaucoup. Donc voilà, on a entendu Vance. Qu'est-ce que ça nous dit de la vision américaine, selon toi ? Ça nous dit qu'ils voient l'intelligence artificielle clairement comme un outil géopolitique qu'ils ont pleinement l'intention d'utiliser comme arme pour garder une forme de domination sur le monde. C'est assez évident. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans son speech. Il dit que l'IA est une arme dangereuse entre de mauvaises mains, mais un outil incroyable pour la liberté et la prospérité entre les bonnes mains. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Il veut l'utiliser comme un outil pour... ils disent toujours la liberté et la prospérité, mais ça veut dire la liberté et la prospérité des États-Unis surtout, quoi. Et il le dit aussi, il veut que l'IA américaine domine. La situation exacte, c'est les États-Unis d'Amérique sont les leaders en intelligence artificielle et notre administration compte maintenir cette position. Donc, c'est clair, ils voient ça comme vraiment une compétition qui veut gagner. Et il dit aussi qu'il est prêt à utiliser tous les outils à la disposition des États-Unis pour s'assurer qu'ils gagnent. Donc, il le dit clairement dans son speech, qu'ils vont continuer de restreindre l'accès à tous les composants de la chaîne de l'intelligence artificielle pour s'assurer que les systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants sont construits aux États-Unis. Et il est aussi très menaçant. À un moment dans son speech, il dit que ce serait une terrible erreur pour vos pays si on resserrait la vis sur les entreprises technologiques américaines, ce qui est évidemment une menace par rapport à son audience, qui était faite
de tous les chefs de gouvernement qui étaient là. Et il y avait Macron, il y avait beaucoup de chefs de gouvernement européens. Il me semble qu'il y avait Modi aussi. Il y avait je sais plus qui y avait de Chine. Je crois que c'était bon. Il y avait un des dirigeants chinois. Je sais plus exactement qui c'était. Enfin voilà quoi. Ça, il annonçait la couleur. Donc très clairement, les États-Unis voient ça comme une forme de course aux armements, où ils veulent s'assurer qu'ils gagnent la course, et ils voient l'IA comme un outil qui va leur permettre d'avoir un avantage concurrentiel sur le reste du monde, et de continuer à, à- à avoir une forme de domination sur les autres. Et si quiconque essaye de les concurrencer ou essaye euh, de, euh, de même être dans la course contre eux, il va utiliser tous les outils pour les en empêcher, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça assez inquiétant, puisque ça diverge assez dramatiquement de la vision du reste du monde, notamment la vision française, puisque c'était un sommet à Paris pour se mettre d'accord sur une vision commune de l'intelligence artificielle, une vision multilatérale où on réfléchit ensemble aux dangers, aux règles communes. Et il y a seulement 2 pays qui n'ont pas voulu signer, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Donc ça montre clairement que voilà, il y a une vision très différente des États-Unis par rapport au reste du monde. Et nous, en fait, les Français, on est en fait peut-être plus proche de la vision chinoise que de la vision américaine. Ce qui n'est pas nouveau, bien que nous ayons des leaders très, très, très atlantistes. Et je Ouais. crois que malheureusement, encore une fois, Emmanuel Macron prend ses rêves pour des réalités, et Vance a été un peu la douche froide de, ce, de ce point de vue-là. Alors justement, pour creuser encore sur ces questions de cet affrontement, parce que ce que tu nous dépeins, c'est en fait dans cette nouvelle guerre froide qui se dessine, et très largement voulue par les États-Unis, quelles que soient les administrations, hein. La réorientation du pivot américain vers l'Asie, c'était Obama, avec en ligne de mire la Chine. Donald Trump est, est différent dans son élocution. Il est un peu punk, mais bon, la stratégie globale reste quand même la même. Donc une forme d'affrontement où donc l'IA pourrait devenir le nouveau missile nucléaire. C'est-à-dire que qui contrôle l'IA contrôle le monde, pourrait-on dire. Alors face à ça, euh, euh, la Chine a construit un écosystème technologique semi-fermé, avec des gens comme Huawei, Tencent ou Alibaba. Euh, Comment cette stratégie de déconnexion contrôlée, si on peut dire, lui permet de rivaliser avec les États-Unis tout en limitant sa dépendance aux technologies occidentales? Je dirais que c'est justement parce que c'est semi-fermés qui peuvent être en concurrence par rapport aux États-Unis. Si on regarde, il n'y a que les pays qui ont eu cette approche, qui ont réussi à créer des géants qui peuvent être en concurrence par rapport aux entreprises américaines. Donc voilà, dès le début, en fait, la Chine, ils ont vu le terrain numérique comme un terrain stratégique, avec des gros enjeux de souveraineté, et qu'ils ont cherché à contrôler, à réguler, pour faire en sorte de défendre leur autonomie stratégique, notamment par rapport aux questions de communication, d'information, par exemple, et deux aussi pour pouvoir faire en sorte que leurs propres entreprises, qu'ils aient des entreprises dans ce domaine qui puissent avoir une chance par rapport aux jeux américains, quoi. Et ils ont très bien joué leur jeu, puisque voilà, si on regarde l'écosystème numérique dans le monde aujourd'hui, il y a seulement 2 gros joueurs, c'est la Chine et les États-Unis, avec il y a aussi
Dans un sens, la Russie, mais c'est quand même plus petit, parce que par définition, le marché russe est quand même beaucoup plus petit que le marché chinois, quoi. Il y en a qui Donc, arrivent doucement, petit à petit, avec un gros l'Inde, marché potentiel. L'Inde, oui, mais ils n'ont pas vraiment créé des géants numériques, en fait, parce qu'ils ont quelques grosses entreprises autour du e-commerce, mais sinon, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Justement parce que ils ont gardé cette approche assez ouverte, en fait, un peu comme nous, Européens, et ils se sont fait colonisés entre guillemets dans le domaine du numérique. Tous les Indiens sont sur Facebook, tous les Indiens utilisent les plateformes, les réseaux sociaux américains et tout ça, quoi. Alors, justement, dans cet affrontement, qui dit IA dit semi-conducteur aussi, dit puce électronique. Or, là aussi, il y a un affrontement très clair. D'ailleurs, les tensions autour de Taïwan sont très très liées à cette question-là. On a vu avec quelle brutalité hein, les États-Unis pouvaient gérer la question sans que ce soit encore Trump, hein, que c'est sous l'administration Mm. Biden. Euh, et il y a eu des sanctions américaines, justement, comme contre SMIC ou Huawei. Est-ce que la Chine arrive à accélérer son autonomie sur les semi-conducteurs ou elle pourrait avoir là un problème par rapport aux États-Unis sur les puces de nouvelle génération? Est-ce que les États-Unis ont un avantage pour le moment? Pour le moment, oui, ils ont toujours un avantage, ils sont toujours en avance par rapport aux semi-conducteurs, mais je pense que leur stratégie, en fait, sur le long terme, euh, euh, va grignoter sur cet avantage plus rapidement que s'ils n'avaient pas mis cette stratégie de export controls en place. Je m'explique. Euh, Si on regarde par exemple une entreprise comme Nvidia ou Intel et tout, ils faisaient une part absolument immense de leurs revenus de la Chine. La Chine importait en valeur plus de semi-conducteurs que de pétrole. Donc c'est quand même absolument énorme. Je ne sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'était près d'1 trillion de dollars de semi-conducteurs chaque année. Je crois que c'était 800 milliards ou quelque chose comme ça. Un chiffre absolument gigantesque. Et ce qui était évidemment... Comment? Oui, c'est absolument, oui, Ouais, ouais, c'est vraiment un bon chiffre. ouais, absolument fou. Et évidemment, c'était une manne financière pour ces boîtes, ce qui pouvait leur permettre ensuite de dépenser énormément en research et development pour créer les nouvelles générations de semi-conducteurs et tout ça. Mais les règles que l'administration Biden a mis en place, c'est en gros, on ne veut plus que vous vendiez à la Chine les dernières générations de semi-conducteurs, euh, justement à cause de l'intelligence artificielle, parce que ça va leur permettre d'être au même plan que nous sur l'intelligence artificielle, ce qu'on veut pas. On veut avoir les meilleures puces pour pouvoir arriver plus rapidement au développement des meilleurs modèles en intelligence artificielle. Mais évidemment, la réaction de la Chine par rapport à ça, c'est de mettre le paquet sur le développement de son propre écosystème de semi-conducteurs pour rattraper ce retard. Et donc, ils dépensent des sommes absolument gigantesques là-dedans, et ils vont y arriver. Les Chinois sont quand même assez intelligents, ils ont un historique quand même qui en dit long sur... enfin, c'est le genre de choses qu'ils savent faire, quoi. Ils ont plus de PhD, plus d'ingénieurs, plus de scientifiques que les États-Unis et l'Europe combinés. Donc, c'est un problème qu'ils vont avoir du retard pendant encore peut-être quelques années, mais in fine, ils vont rattraper les États-Unis. Et qu'est-ce qui va se passer alors? C'est que ces entreprises, Nvidia, Intel, tout ça, vont se retrouver avec des concurrents chinois plus vite que si le marché était resté ouvert, quoi. Et, et,
et concurrents chinois qui auront des capacités en recherche et développement très importantes, puisque ils auront capturé le marché chinois, qui est le premier marché consommateur de semi-conducteurs au monde. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une politique où ils se sont tirés une balle dans le pied. Le seul scénario où ça peut faire sens pour les États-Unis, c'est si effectivement ça retarde la Chine considérablement au niveau de l'intelligence artificielle dans les 2-3 années qui viennent. Et si les États-Unis arrivent à développer des modèles d'intelligence artificielle qui changent dramatiquement la donne au niveau du business mondial, et à ce moment-là, ils font comme une espèce de saut technologique qui pourrait avoir un effet vertueux, où ça peut leur permettre d'avancer beaucoup plus vite et de laisser la Chine dernière, mais ça fait beaucoup de si. Et on a vu avec DeepSeek que de toute manière, même malgré les restrictions, la Chine est plus ou moins au même niveau que les États-Unis en termes d'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est quand même assez peu. Il y a peu de probabilité. Justement, même si c'est un peu redondant, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, ça ouvre énormément de questions. D'abord, d'une manière globale, géopolitique, ta remarque est fondamentale. C'est le problème des sanctions, de la surutilisation des sanctions dans cette période d'hégémonie américaine qui a suivi la chute de l'URSS, qui a été pratique à un moment donné, mais qui est de moins en moins constructive, voire, comme tu dis, ça fait que l'Occident, et spécifiquement les États-Unis, se tirent une balle dans le pied. On pense, entre autres, au gel des avoirs russes, qui fait que beaucoup de pays se disent que peut-être qu'on va basculer sur la plateforme des BRICS pour éviter d'avoir tous nos œufs coincés au même endroit. Et donc, de facto, ça a fait baisser l'affluence petit à petit du dollar, même s'il en est encore très loin. Alors, pour continuer sur l'IA, tu viens de parler de DeepSeek. On sait qu'on a OpenAI, DeepMind et d'autres entreprises occidentales qui dominent toujours le modèle de l'IA grand public. Mais en fait, très rapidement, on a vu arriver, tu as parlé de NVIDIA, on a vu arriver DeepSeek qui a surpris absolument tout le monde, avec apparemment développé avec pas trop de moyens. Alors tout de suite, on a accusé, on dit, oh, les Chinois, ils ont volé ça. Ça, c'est Donald Trump. Les Chinois, ils ont volé la technologie, je ne sais pas où, mais ils l'ont volée. Alors la Chine, est-ce qu'elle peut rattraper? Parce que bon, on a vu Nvidia s'est effondré en bourse. Est-ce qu'elle peut rattraper son retard sur des modèles comme ChatGPT, et Gemini ou Claude? Est-ce que pour toi, d'après ce que je comprends, les Chinois peuvent vraiment rivaliser avec les Américains et qu'ils auront du mal à les ralentir? Alors, ce que DeepSeek a montré, c'est que non seulement ils peuvent les rattraper, mais ils les ont rattrapés, puisque DeepSeek c'est seulement le second modèle, reasoning model, comme on dit, modèle de raisonnement, je ne sais pas comment on traduit ça exactement en français, qui a été lancé après celui d'OpenAI qui avait été lancé juste 2 mois auparavant. Donc ça veut dire que, et avec sur beaucoup de benchmarks, celui de DeepSeek était même meilleur. Donc ça veut dire qu'ils sont au même niveau en fait. Ça y est. Et donc sur DeepSeek, par exemple, l'investisseur Mark Andreessen, qui est le fondateur du navigateur, c'est lui qui a inventé le navigateur Internet, et le fondateur de Andreessen Horowitz, qui est le VC, l'investisseur le plus connu, le plus légendaire de la Silicon Valley. Il a écrit dans un tweet, donc oui, il a mentionné, comme on a vu, que DeepSeek, c'est une des avancées les plus étonnantes et impressionnantes qu'il ait jamais vues de sa carrière. Et il ajoute, en tant que logiciel open source, c'est un cadeau extraordinaire pour le monde. Parce que c'est ça la grande différence de DeepSeek par rapport au modèle de OpenAI, qui est
contrairement au nom, pas open. C'est un modèle fermé, personne ne connaît les détails. DeepSeek a offert son modèle au monde, c'est open source, tout le monde peut l'utiliser gratuitement. Donc c'est une C'est vision une qui remarque est... très, très importante ce que tu viens de faire, encore une fois, parce que Ouais. beaucoup de gens ne s'en sont pas rendus compte. Mais certains disent c'est parce que les Chinois sont très, très pervers, hein, et les Chinois, ils ont mis ça en open source pour, je sais pas quoi, pour nous dominer encore plus. Euh, non, je pense que on a beaucoup comparé ça au moment Sputnik, où les Russes avaient lancé Sputnik, ce petit satellite, ce premier satellite, et ce qui avait conduit à une course aux armements, puisqu'on s'était rendu compte que les Russes étaient en avance par rapport à nous, donc les États-Unis ont investi énormément dans les technologies de l'espace et tout. Mais la différence fondamentale avec Sputnik, c'est que contrairement aux Russes avec Sputnik à l'époque, les Chinois offrent la technologie au monde. Donc c'est en fait une façon d'arrêter une course aux armements euh, en disant, voilà, on a développé une nouvelle arme dans cette course aux armements. La voilà, on l'offre au monde. Vous pouvez l'utiliser aussi, tout le monde peut l'utiliser, et nous, on a une vision de démocratisation de l'AI, de l'intelligence artificielle, où tout le monde y a accès de façon égale. Donc, même si, par exemple, vous êtes en Afrique, mettons, vous pouvez utiliser le modèle de DeepSeek si vous voulez créer quelque chose autour de l'intelligence artificielle gratuitement, quoi. Et c'est aussi une façon de couper l'herbe sous le pied des géants américains. Ça détruit la stratégie américaine, en fait, de dominer l'intelligence artificielle en ayant ces modèles fermés où on ne sait pas exactement quelle est la technologie derrière. Et ils font payer quand même assez cher pour l'utiliser. Ça leur coupe l'herbe sous le pied en disant bah non, nous on l'a développé gratuitement et on vous l'offre, quoi. Donc voilà, c'est une vision fondamentalement différente de l'intelligence artificielle et comme je disais tout à l'heure, plus proche de la vision française parce que nous aussi on a une boîte assez connue en AI qui est Mistral qui fait de l'open source aussi. Donc voilà, c'est une vision où l'AI va être comme une technologie fondamentale, comme l'électricité, par exemple, où tout le monde devrait y avoir accès. Ce qui va compter, c'est ce qu'on va construire avec ça, mais la technologie en elle-même ne devrait pas être monopolisée par un pays ou l'autre. Tout le monde devrait y avoir accès, comme tout le monde a accès à l'électricité ou à l'eau, ou ça devrait être un bien commun. Alors, sur la question de l'IA, il y a beaucoup de craintes en Occident vers la Chine. Tu vas nous dire si elles sont fondées ou pas fondées. C'est dans le modèle d'usage de cette IA. On dit que la Chine fait, grâce à l'IA, beaucoup de surveillance de masse. Alors, est-ce que la critique est légitime? Et puis est-ce que si c'est vrai, est-ce que est-ce si spécifique que ça? Puisque, les États-Unis ont commencé, il y a bien longtemps déjà la surveillance de masse. On pensera par exemple au programme Échelon de la NSA qui surveillait de tous les échanges emails et téléphoniques possibles et imaginables. Heu, on dit aussi que la Chine, pourrait utiliser l'IA pour des opérations de guerre, informationnelles. Est-ce que c'est vrai? Ou alors est-ce que c'est la réponse du berger à la bergère? Puisque les Américains, font, visiblement, enfin bon, on le savait pour beaucoup, le font, et maintenant on découvre, grâce à l'administration Trump, qu'ils le font vraiment. Alors est-ce que voilà, quid de la Chine, sur ce sujet? Donc d'abord, pour parler de la question de l'information et de la propagande, je pense que il y a beaucoup de gens qui mettaient l'accent sur le fait que DeepSeek, quand on lui posait des questions sur Tiananmen ou des sujets politiques sensibles chinois, il répondait pas. Euh, et effectivement, c'est le cas quand on accède à DeepSeek sur le site officiel DeepSeek.
DeepSeek.com, je crois, parce qu'il est hébergé en Chine, et puis qu'en Chine, il y a des lois autour de ça. Mais encore une fois, c'est open source, donc tout le monde peut télécharger le modèle, l'héberger en France, n'importe où, et puis le changer, et selon ses besoins, ses envies. Donc, par exemple, si on voulait transformer DeepSeek en un outil de propagande anti-chinoise, où c'est qu'un modèle qui raconte, qui parle que de Tiananmen, par exemple, on pourrait. Voilà, DeepSeek a été est sous la licence MIT, qui est la licence la plus permissive possible. Donc, c'est une IA avec laquelle on peut absolument faire ce qu'on veut. Donc, voilà. Cette façon de procéder est quand même beaucoup moins inquiétante que la façon de procéder américaine, où, comme c'est des modèles fermés, il n'y a aucune possibilité de changer le modèle dans ce sens, quoi. Le modèle a un narratif particulier autour de certaines questions, et d'ailleurs c'est assez clair. Vous lui posez des questions par rapport à différents, mettons, candidats à des élections, les réponses vont être assez biaisées, quoi. Il y a eu plein de choses qui ont été partagées autour de ça, et il n'y a pas moyen de débiaiser. C'est juste, ça peut que être débiaisé par OpenAI eux-mêmes. Donc c'est beaucoup moins open et beaucoup moins libertaire, en fait, paradoxalement, que la façon chinoise de faire les choses. Après, tu me posais des questions sur le sujet de la surveillance. Il y a quand même beaucoup de mythes autour de ça en Chine, beaucoup de désinformation. C'est pas l'endroit cauchemardesque qu'on présente souvent, où les gens sont surveillés toute la journée. Par exemple, il y a ce mythe comme quoi il y aurait un système de crédit social qui a été largement diffusé. Même Arte, je crois, avait fait toute une émission là-dessus à un certain moment. Ça n'existe pas. C'est juste un mythe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de système de crédit social en Chine. Jamais. Comment ? C'est génial, c'est génial. C'est vraiment très, Ouais. très intéressant, parce que Ouais, souvent, on a des mythes complètement loufoques sur l'Afrique, la Russie. Donc, là, tu nous dis, c'est un mythe complet, ça n'existe pas. Tu vas en Chine, tu demandes aux gens quel est votre score de crédit social, ils te regardent avec des yeux ronds. Personne n'en a jamais entendu parler, ça n'existe pas. Donc les Chinois ne se baladent pas avec un carnet sur leur téléphone avec des bons points, et quand ils font bien des trucs, il y a des bons points, et non, pas avec le carnet. Et d'ailleurs, dans l'émission d'Arte, je sais pas s'ils avaient mal compris ou si c'était fondamentalement malhonnête. Ils montraient effectivement un téléphone avec des points, mais en fait, c'était l'application d'Alibaba, et c'était le système de points à l'intérieur d'Alibaba, comme tu as sur Uber en tant que chauffeur, ou des choses comme ça, quoi. Donc absolument rien à voir avec un système de crédit avec un score de crédit social ou quoi que ce soit. C'était juste le score utilisateur Alibaba, si tu te comportes bien sur la plateforme en tant que vendeur ou client ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup de mythes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de caméras en Chine, mais bon, c'est le cas aussi à Londres. J'ai habité personnellement 4-5 ans à Londres. Il y a des caméras de partout. C'est pour faire en sorte, s'il y a un crime quelque part, de capturer les coupables plus rapidement. C'est pas un truc qui est si spécifique que ça à la Chine. Ça se voit un peu partout, quoi. Donc, ouais, il faut différencier mythe et réalité. Est-ce que la Chine va utiliser l'intelligence artificielle pairée avec ses systèmes de caméra pour appréhender telle ou telle personne plus rapidement? Oui, sans aucun doute. Et peut-être d'ailleurs ils le font déjà. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui on peut être pour, on peut être contre. Je pense que ça va être assez généralisé, en fait, ce genre de choses, quoi. Ouais.
Donc, je suis pas. D'autant que sur la collecte, oui, pardon, d'autant que sur les soupçons de collecte de données, bon, les Américains se posent là. Ouais, Le problème, c'est souvent un reproche, je pense. c'est amusant, c'est une inquiétude ou un reproche en miroir de ce que font les États-Unis. Exactement, et je pense un point clé, c'est le gouvernement chinois fait tout ça en Chine. C'est le gouvernement chinois qui fait ça en Chine. Tandis que nous, c'est pas notre gouvernement qui fait ça, c'est le gouvernement américain. Donc encore une fois, il y a un gros problème de souveraineté. Toutes nos données, ils vont pas, ils vont pas à Macron, au gouvernement français. C'est pas ils vont au serveur contrôlé par des boîtes américaines et on ne sait pas très bien ce qu'ils font avec ces données. Donc, je pense qu'on devrait beaucoup plus s'inquiéter de cette situation-là plutôt que de ce que le gouvernement chinois fait des données sur leur propre peuple. Voilà, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de souveraineté, ils sont dans une bien meilleure situation que la nôtre, quoi. Alors avant que d'aborder, la situation en Europe, c'est ce qui te tient à cœur sur l'IA, juste quelques questions un peu rapides comme ça sur l'avenir, les innovations, et les perspectives, pour la Chine dans ce domaine. D'abord, une question sur l'intelligence, la manière dont tout ça a été développé. Parce que en Occident, on accuse beaucoup la Chine, même officiellement avec Donald Trump, hein, que la Russie, comme la Russie d'ailleurs, hein, que toutes ces nouvelles technologies ont été volées, sont des espions. Donald Trump l'a dit pour l'IA et il l'a dit pour les Russes pour l'hypersonique, les missiles hypersoniques. Mm. Les Russes ont des missiles hypersoniques parce qu'ils les ont volés. Bon, on se demande pourquoi les Américains n'en ont pas fait. Parce que voler les plans n'empêche pas de faire ses propres missiles hypersoniques. Ça, c'est pour la logique. Mais on voit justement que, en tout cas de loin comme moi, qu'il semble y avoir énormément de ruptures technologiques qui viennent de Chine. D'ailleurs, souvent en les vent, qui sont tout à fait sidérantes. À les capter, j'arrive même pas à comprendre mon niveau scientifique commence à être très très retardé. De capter l'énergie solaire pour l'envoyer par micro-ondes sur Terre, le réacteur à fusion nucléaire qui a tenu quasiment 18 minutes contenu dans sa chambre magnétique. Euh, les lasers spatiaux, enfin bon, ça a l'air d'être plutôt une explosion justement de technologie, ou alors ils sont tous en train de voler, je sais pas où, aux États-Unis. Alors, il y a eu toute une époque où effectivement la Chine était très en retard technologiquement, comme tout le monde le sait, et donc ils avaient une stratégie de catch-up, de rattrapage en fait, et où cette histoire de vol, c'est très exagéré. En fait, leur stratégie, c'était tout simplement, si vous voulez, de dire aux entreprises, et ils l'ont fait avec des entreprises françaises aussi, par exemple sur le nucléaire. C'est nous qui avons construit leur première centrale nucléaire dans la province du Guangdong, ou sur le train. On a construit des trains en Chine. Les Chinois disaient toujours, on vous offre le marché chinois, vous pouvez vendre ici, mais on le fait en joint venture avec du transfert de technologie. Donc c'est quelque chose qui n'était pas du vol, qui était volontaire par les entreprises qui signaient, oui, d'accord, et qui est en fait assez commun pour les pays en voie de développement. C'est des deals D'ailleurs, on voit le changement complet de l'histoire, parce que récemment, c'est la Commission européenne par Madame von der Leyen qui a dit ah oui, mais si vous installez des usines de batteries chinoises en Europe, il faut faire des transferts de technologie. Quel bah oui. renversement! Ouais, ouais, ouais. Quel renversement, et je pense que c'est exactement ce que l'Europe devrait faire. C'est ce que la Chine a fait pour se développer, rattraper, se rattraper. Maintenant qu'ils sont en avance par rapport à nous sur pas mal de technologies, notamment les batteries, les voitures électriques, pourquoi on ne devrait pas faire la même chose avec eux?
tout simplement. Leur offrir le marché européen, vendez vos voitures ici, mais apprenez-nous comment les faire. Voilà. C'est intelligent et puis s'ils sont d'accord, bah, Ça, c'est volontaire et puis tout le monde y gagne, quoi. Donc voilà. sauf que ça demande d'avoir un peu moins d'hubris. Ouais, 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 C'est plus ouais, compliqué. ouais, ouais, C'est la phase la plus difficile. ouais. Euh, Et oui, juste pour parler de l'avance des Chinois, il y a un institut australien d'études stratégiques qui s'appelle ASPI, Australian Strategic Policy Institute, qui a fait une étude. Ils ont identifié les 64 technologies d'avenir qui vont compter dans le monde dans les années qui viennent et comparer l'avance de la Chine par rapport aux États-Unis. La Chine est première sur 59 de ces 64 technologies, ce qui est absolument incroyable. Et, euh, et les États-Unis sur 5, et l'Europe est très loin derrière, malheureusement. Donc, oui, ils sont plus du tout dans le rattrapage ou dans le vol, comme Trump dit, sur la plupart des technologies, ils sont au contraire en avance et c'est nous qui devons les rattraper. alors dans les innovations, Shenzhen est devenu nouvel atelier du monde pour la tech, euh, grâce aux chaînes d'approvisionnement ultra rapides, ces Fab Labs, les Dark Factories. Euh, En quoi le modèle diffère-t-il de la Silicon Valley? Bah, en fait, justement, je pense que le modèle, c'est que c'est pas concentré à Shenzhen. La Chine a une approche que certains appellent la meilleure économie, où en gros, il y a une concurrence extrême en Chine entre provinces. Ça, c'est un autre mythe par rapport à la Chine. On a toujours cette image de la Chine parce que c'est un pays communiste, d'un pays ultra centralisé, mais en fait, c'est un pays ultra décentralisé où les provinces, parce que la Chine est divisée en 34 provinces, ont beaucoup d'autonomie, notamment dans le domaine économique, le domaine de l'innovation, où elles peuvent faire plein d'expérimentations et où elles sont en concurrence les unes avec les autres. Donc, quand la Chine se dit qu'il faut se développer sur un certain produit, une certaine technologie, ils mettent en place leur système de meilleure et chaque province essaie de développer ses propres champions autour de cette technologie-là. Et c'est pour ça, par exemple, sur la voiture, il y avait 500 entreprises de voitures électriques en Chine. Chaque province avait la sienne, quoi. Évidemment, il y a des provinces qui s'en sortent mieux que d'autres, il y a des provinces plus riches, plus grandes que d'autres. Donc, Shenzhen, qui est la province de Guangdong, est un exemple d'une des provinces de loin les plus riches de Chine, donc ils arrivent à développer plus de champions que d'autres. Mais il y a des boîtes technologiques qui émergent, personne en Occident n'a jamais entendu parler, au fin fond de la Chine. Voilà, c'est ça le secret de la Chine, en fait. En parlant de cela, il y a une guerre des talents, une guerre des cerveaux. Pendant longtemps, la Chine, la Russie, l'Inde ont expatrié l'Iran, ont expatrié beaucoup de leurs ingénieurs, en particulier aux États-Unis. C'était même un modèle de développement technologique pour les États-Unis, au point où, de manière assez amusante, depuis plusieurs années, ceux qui gagnent les compétitions internationales de mathématiques, quand ce sont les États-Unis, c'est une équipe entièrement composée de Chinois, bon, passeport américain, mais bon, ils sont visiblement chinois. Mm. Est-ce que, euh, euh, comment est-ce que maintenant, on a l'impression qu'il y a un mouvement à rebours qui s'installe. Si j'ai bien compris, l'année dernière, 20 000 scientifiques chinois ont quitté la Chine, ont quitté les États-Unis, soit pour s'installer en Chine alors qu'ils sont nés aux États-Unis, soit pour revenir en Chine en ayant été formés en Chine. Comment la Chine organise, ou les provinces, parce que tu dis que c'est très décentralisé, les universités, les entreprises, comment elles font pour rapatrier leurs diplômés ou même aller chercher des diplômés
des ingénieurs d'autres pays, y compris occidentaux. Donc déjà, historiquement, en fait, la plupart des diplômés rentraient déjà en Chine. 80% des étudiants chinois qui ont étudié aux États-Unis, historiquement, sont rentrés en Chine après leurs études. Ce qui montre aussi que la Chine n'est pas forcément cet état cauchemardesque où les gens veulent absolument partir. En fait, la plupart rentraient complètement de leur plein gré parce que tout simplement, il y a plus d'opportunités pour eux en Chine, qui a une beaucoup plus forte croissance que les États-Unis. Et puis effectivement, depuis quelques années, il y a un mouvement des scientifiques d'origine chinoise aux États-Unis qui rentrent en Chine, notamment à cause d'une initiative par le FBI aux États-Unis qui s'appelait le China Initiative, qui a eu un effet absolument désastreux dans le sens où en fait c'était il soupçonnait presque tous les scientifiques avec des origines chinoises aux États-Unis d'être des espions chinois, quoi. Et il y a eu des centaines d'investigations. Je crois que 99% ou un chiffre comme ça était fondé sur rien. Mais ça a eu l'effet de mettre un froid immense sur les scientifiques d'origine chinoise qui se sentaient stigmatisés aux États-Unis. Il y en a certains, il y a même eu des suicides, je crois. Il y en a certains qui ont, voilà, ils devaient dépenser des frais d'avocat incroyables pour se défendre alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Enfin, il y a vraiment des cas assez vraiment tristes. Et donc, ça a entraîné tout un mouvement de retour vers la Chine, alors que pour la plupart, ils en avaient aucunement l'intention. Ils participaient au développement scientifique américain. Donc, encore une histoire où les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied à cause de leur tendance macartiste. Très, très, très intéressant. Euh, on sait qu'il y a un vieillissement, un vieillissement de la population en Chine, ce qui est d'ailleurs le cas un peu partout dans le monde, bien évidemment en Occident. Est-ce que la Chine peut maintenir son leadership en robotique et en IA sans repenser son modèle social? Et est-ce que peut-être la Chine ne vise-t-elle pas, un peu comme au Japon, à peut-être s'occuper de ses anciens grâce à l'IA et à la robotique? Alors ça, c'est une bonne question. C'est difficile à dire. Enfin, Il y a enfin une bonne. toutes tes questions étaient bonnes. Euh, euh, il y a beaucoup d'initiatives en Chine autour de bah, encourager les gens à avoir plus d'enfants. Maintenant, il y a plus aucune restriction autour du nombre d'enfants que les gens peuvent avoir. Ils font beaucoup de travail autour de... Parce que souvent, les gens ne veulent pas avoir d'enfants ou avoir très peu d'enfants à cause des frais que ça engendre. Parce qu'en Chine, l'éducation, c'est un peu comme une religion. Donc, les gens devaient... L'école est gratuite, mais tout le monde en plus dépense énormément d'argent pour se payer des tuteurs après l'école. Le taux Euh, de natalité est de combien, juste comme ça, ou, en gros, maintenant, si tu l'avais en tête. honnêtement, je sais pas, je crois 1,2, je sais plus, je sais Oui, plus. Ouais. ok. C'est C'est bas. bien en dessous c'est bas, c'est bien en dessous du taux de renouvellement. C'est pas le plus bas. La Corée du Sud est bien en dessous. Je crois qu'ils sont à 0,7 ou 0,8, mais c'est bas, ouais. Ouais. Et, euh, et donc, oui, par exemple, ils ont fait une initiative où ils ont complètement interdit toute l'industrie du tutoring pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette espèce
compétition malsaine où en plus de l'école, tous les enfants devaient être après à prendre des cours privés, ça ruinait les parents et puis c'est aussi pas génial pour le développement des enfants. Donc voilà, on sent vraiment que c'est un problème qui préoccupe le gouvernement chinois. Après, il n'y a pas beaucoup d'exemples de pays qui ont réussi à inverser un taux de natalité faible. Est-ce que la Chine va y arriver? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils vont devoir s'adapter? C'est plus probable, je pense. Bon, c'est pas comme la Corée du Sud où c'est un petit pays, donc ils peuvent rapidement arriver à extinction. La Chine, ils ont 1,4 milliard de personnes. Euh, et puis, il y a eu une espèce de baby boom il y a, je crois, 10 ou 20 ans, ce qui fait que, en fait, la population active va quand même rester très importante et même augmenter, si je ne me trompe pas, dans les années qui viennent. Donc, ce n'est pas non plus un problème imminent et super préoccupant, mais c'est clairement un problème auquel ils vont devoir faire face. Ouais. Alors, je reviens à ma question en dehors du problème, parce que les choses sont toujours présentées comme des problèmes, parce on pense toujours avec les catégories de la guerre d'avant. Ça, c'est un vieil adage que Ouais. j'en prends Ah ouais. de l'école militaire, mais on est un peu. Quand on voit les progrès de la robotique et de l'IA, on peut même, contrairement à l'idée que ça peut être un frein à l'économie, on peut imaginer, et c'était ça ma question, est-ce que il n'y aurait pas en développement eh bien, des systèmes où les IA ou des robots s'occuperaient des anciens? Et ce qui demande évidemment une production colossale, de penser l'interaction homme-machine, comment aider au quotidien. Bref, l'inversion du Tamagotchi. On s'occupait, ceux qui enfants s'occupaient des petits Tamagotchi, et ben, il y a des gros Tamagotchi qui s'occupent d'eux quand ils sont adultes. Mm. Oui, j'ai absolument aucun doute là-dessus, ça va arriver. D'ailleurs, la Chine a aujourd'hui les entreprises leaders autour de tout ce qui est développement de robots humanoïdes, qui à un certain moment vont être mis de pair avec l'intelligence artificielle, enfin les modèles, les large language models comme DeepSeek, où ça leur donnera la parole, ça permettra des échanges avec eux. Donc, on se dirige clairement vers un monde où, je ne sais pas à quel horizon, 5, 10, 15, 20 ans, où on aura des robots humanoïdes qui seront aussi manuellement habiles que des humains et aussi intelligents que des humains. Une intelligence différente, mais ils comprendront tout ce qu'on leur dit, ils pourront avoir une conversation avec nous et ils pourront faire la plupart des tâches que les humains font. Et donc, ils pourront effectivement s'occuper des personnes âgées, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage à la maison, enfin, voilà quoi. Et j'ai dit une fois sur Twitter que je pense que le marché des robots humanoïdes, ce sera le premier produit grand public révolutionnaire, où ce sera la Chine qui lancera vraiment le produit phare avant les États-Unis, parce qu'ils sont vraiment en avance. Il y a des boîtes comme Unitree, par exemple, on regarde leurs robots, ils sont vraiment 1 à 2 générations devant les États-Unis, quoi. Donc, ouais, je pense que ça m'étonnerait pas du tout si l'équivalent de l'iPhone, de ce que l'iPhone était pour les téléphones portables, les Chinois lancent pour les robots humanoïdes. Bon, et j'aurais énormément de questions sur le nucléaire, l'énergie verte, mais on fera peut-être ça une autre fois. Euh, euh, pour rester sur notre sujet du jour, euh, un mot peut-être sur l'Europe, parce que l'Europe, elle est, on l'a dit, elle est en retard. Euh, on a eu cette interview de Macron sur CNN qui a dit à Trump votre premier problème, c'est la Chine. Vous devriez
vous concentrer sur ce premier principal problème, en bon atlantiste qu'il est. When you look at the situation, my first question to the US, is the European Union your first problem? No, I don't think so. Your first problem is China. Donc voilà, extrait de Macron qui donne ses conseils à Donald. Qu'est-ce qui serait pour toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui serait une meilleure stratégie européenne concernant l'IA? Est-ce qu'on peut enfin s'en sortir? Alors déjà, je trouvais que ce que Macron disait, ça traduisait une vision court-termiste absolument terrifiante. Parce que déjà, quand il dit ça, évidemment, ça va pas plaire à la Chine. Et je pense pas que ce soit particulièrement intelligent dans le contexte géopolitique actuel, alors que c'est le seul acteur de poids avec lequel l'Europe pourrait collaborer pour avoir des leviers contre les États-Unis par rapport à cette question des frais de douane, par rapport à l'intelligence artificielle, tout ça, quoi. Donc sur l'intelligence artificielle spécifiquement, on a l'air d'avoir, comme on disait tout à l'heure, une vision relativement similaire à celle des Chinois. On veut démocratiser l'intelligence artificielle, on aime l'open source, on veut tous deux, la France, l'Europe et la Chine, refuser une colonisation numérique des États-Unis. On veut rester souverain chacun chez soi dans ce domaine. Les Chinois ont signé le communiqué du sommet de l'IA à Paris, les Américains ne l'ont pas fait. Alors pourquoi aller dire aux États-Unis dans ce contexte, allez taper sur les Chinois plutôt que de taper sur nous? Excuse-moi l'expression, mais c'est proprement débile. Au contraire, l'approche intelligente, c'est sur des sujets sur lesquels nous sommes d'accord avec les Chinois, comme l'IA, de créer une forme de coalition avec eux pour peser davantage face aux États-Unis. Pour moi, c'est du bon sens. Et alors que les Américains tabassent les Européens de manière assez sévère ces dernières années, et même de manière Ouais. très active sur la délocalisation d'usines vers les États-Unis. Ouais. Désunis, on est toujours plus faible. Donc, sur des sujets sur lesquels on est d'accord, pourquoi ne pas s'unir? Je parle pas d'alliance comme il y a une alliance dans l'OTAN ou quoi que ce soit, mais je parle simplement d'une forme de coalition sur des sujets spécifiques sur lesquels on est d'accord pour pouvoir peser plus fort par rapport aux États-Unis. C'est une approche stratégiquement qui fait sens, quoi. Plutôt que volontairement se diviser nous-mêmes avec les Chinois comme le fait Macron, je comprends pas. C'est une approche très BRICS, très, très gaullienne. Ouais, exactement. Juste pour rester sur ce sujet, on a vu récemment, on a fait un petit reportage sur Fréquence Populaire sur les Suisses, qui ne sont pas non plus la nation la plus puissante et la plus peuplée d'Europe, mais qui sont les premiers en Europe à s'être dit quand même, ça serait bien d'avoir des stockages de données souverains. Alors, c'est pas totalement souverain, mais quand même, ils se lancent, eux, dans l'indépendance technologique dans ce domaine. Comme ça, si toi, tu pouvais aller voir nos génies qui sont à Bruxelles et à Paris, tu leur dirais quoi? Allez, les gars, il faut faire 1, 2, 3 pour commencer à rattraper le retard. Alors, on a vu collaborer, travailler avec la Chine, un peu comme eux-mêmes l'ont fait. Je crois qu'il me semble c'est une bonne idée ce que tu as déjà dit tout à l'heure, faire venir des entreprises chinoises avec des partages de technologies. Donc on ouvre le marché, mais en retour, on a la technologie, et puis petit à petit, en travaillant, on les rattrape. Qu'est-ce que tu suggérerais d'autre? Déjà, je pense qu'il y a un sujet énergie qui est important et très important pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Macron lui-même l'a reconnu pendant le sommet avec sa petite phrase un peu bizarre, plug baby plug, par opposition au drill baby drill de Trump, où je pense qu'il voulait dire que l'Europe a de l'électricité qui marche, qu'il suffit de mettre les équipements dans la prise. Mais j'ai vérifié, et l'électricité en Europe est en moyenne 70% plus chère qu'aux États-Unis, et on en produit par habitant 2 fois moins qu'eux. Et je compare même pas avec la Chine, où l'électricité est 3 fois moins chère que les États-Unis.
Donc, En fait, si on utilisait notre énergie nucléaire, qu'ils ont beaucoup sabordée pendant les 25 ans, elle serait moins chère que celle des États-Unis. Mais comme elle est indexée sur sûrement. le Ouais, bout de queue voilà, ouais, de ouais, tarification, c'est-à-dire le gaz, ouais. vu la situation avec la Il y Russie, a évidemment, les prix sont complètement absurdes. Ouais, il y a tout ça et puis, aussi tout simplement on produit pas assez d'électricité, quoi. Il faut vraiment faire, un gros travail pour en produire plus. On a plus, d'habitants que les États-Unis, on est 400 millions, ils en ont 330 et on produit 25 d'électricité de moins qu'eux. Donc c'est quand même bizarre, quoi. Donc on est vraiment en retard, et ça va compter beaucoup pour l'intelligence artificielle, puisque c'est beaucoup basé sur, ce qu'on appelle le compute, donc c'est data center, centre de traitement de données, où, voilà, l'intelligence artificielle est très, énergivore. Donc il faudrait faire beaucoup de travail, autour de ça. Deuxièmement, les talents. Je pense qu'il faut avoir une approche où, un peu comme la Chine qui rapatrie, ses talents chez elle. On a beaucoup de talents dans l'intelligence artificielle. Quelques-uns des pères, de l'intelligence artificielle sont français, comme Yann Lequin, par exemple. Hem Lui, il travaille pour Facebook, aux États-Unis. C'est quand même un peu la honte, quoi. Donc faudrait mettre en place un programme pour rapatrier ces talents, former des nouveaux talents, heu et bien les payer, faire en sorte que, voilà, la France, l'Europe, soit attractive autour de tout ça. Et je pense que ce qui est le plus important, à mon avis, c'est réformer, heu, les consciences de nos dirigeants autour, du sujet de souveraineté. Je pense que c'est ça, en fait, le plus important. Je pense que, comme on dit en anglais, je preach to the choir, je fais un Tu un prêches un prêche, convaincu. Oui, oui. oui, je prêche, voilà, je On prêche, essaye quand même beaucoup de prêcher à ce sujet parce que franchement, c'est la base, sinon, bon. voilà, ouais, 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 parce qu'on a perdu, on l'avait sous De Gaulle, mais on a vraiment perdu cette mentalité où, voilà, on a une souveraineté qu'il faut défendre, il faut penser, intérêt français, intérêt européen, comment défendre, notre peuple, nos peuples, nos entreprises, de façon intelligente, pas de façon, hostile par rapport aux autres. La Chine n'a jamais été hostile par rapport, à nous, par exemple, ou aux États-Unis. Au contraire, ils nous invitaient, à venir chez eux, mais de façon à ce que ça s'accorde avec leurs propres intérêts, quoi. Il faut penser, il faut que nos dirigeants commencent à penser autour de ces questions au lieu d'être, atlantistes, par défaut, où, c'est, la soumission aux États-Unis, c'est, le principe cardinal, qui compte, ce qui nous a mené à la situation où on en est aujourd'hui. Allez, pour finir, une question subsidiaire et qui ouvrira peut-être à d'autres sujets plus tard. Aujourd'hui, s'ouvre, à Munich, la conférence, pour la sécurité, la conférence sur la sécurité, de Munich, où en 2007, Poutine avait, tenu un discours, resté célèbre, et qui disait beaucoup de l'évolution sur les BRICS, sur, la guerre en Ukraine. Et justement, la sit l'évo la sit enfin, les choses évoluent très rapidement en ce moment, concernant l'Ukraine, en particulier du côté des États-Unis, qui, bon, bah, voilà, ont renoncé à l'adhésion, de l'Ukraine à l'OTAN, alors que c'était un peu la cause, du conflit, alors qu'ils l'ont encouragé pendant, 17 ans. Bon, ils disent aux Européens, bah, écoutez, si vous voulez, allez mettez, vos troupes, en Ukraine, mais ça ne sera pas sous le drapeau OTAN et si un problème arrive, hein, avec les Russes, il n'y aura pas d'article 5, donc voilà. Débrouillez-vous avec tout ça. Est-ce que tu aurais un petit commentaire à ce sujet avant qu'on se quitte? Bah, déjà, je pense que c'est la bonne chose à faire.
Et je trouve ça très dommage que c'est les États-Unis qui prennent cette initiative plutôt que nous, Européens, alors que c'est dans nos intérêts, en fait, que la guerre s'arrête. Ça a eu quand même fait énormément de dégâts à l'Europe, notamment sur les questions d'énergie, comme on vient d'en parler, sur le futur de l'Eurasie, parce que maintenant on a l'Eurasie qui est notre grand continent qui est un peu scindé, ce qui est très dommageable pour nous. Divisé, encore une fois, on est beaucoup plus faible qu'unis. Donc voilà, moi je milite pour ça depuis le tout début, en disant que c'est cette attitude, cette mentalité de guerre froide, d'extension de l'OTAN poussée par les États-Unis qui a conduit à cet antagonisme et à ce conflit. Et nous, Européens, on aurait dû y mettre un frein, puisque c'est au final nous les premières victimes, avec évidemment l'Ukraine et la Russie. Mais voilà, bizarrement, c'est les États-Unis qui prennent, qui le font, parce que j'imagine qu'ils sont arrivés à leur fin, quoi. Ils ont divisé l'Europe, ils ont opposé Russie et Europe, ils ont affaibli un peu tout le monde. Et eux, ils s'en sortent sans trop de cicatrices. Voilà, travail fini, on arrête la guerre. Et au final, c'est nous qui payerons, apparemment, pour l'Ukraine. Donc, ouais, d'un côté, c'est bien que ça se finisse, mais ça se finit pas de la meilleure façon pour nous Européens, parce qu'on a réfléchi de façon très peu stratégique et très peu souveraine. Merci Arnaud pour ce. D'ailleurs, tu conclus très très bien. On réfléchit de manière très peu stratégique et très peu souveraine dans le domaine géopolitique, comme dans l'IA. Vraiment, il est temps de se ressaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. C'était vraiment très 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 intéressant. Énormément d'informations d'approches originales. Je pense que ce sera très apprécié. Et justement, si vous avez bien aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr sur YouTube, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de commenter, de faire des propositions de questions, parce que si tout se passe bien, eh bien, Arnaud, tu seras à nouveau avec nous d'ici 2 semaines peut-être. On va voir comment. Le mois prochain. Le mois prochain, pardon. Je pars la semaine prochaine pour 2 semaines de ski dans le nord-est de la Chine. Voilà. Il y a des stations de ski, c'est incroyable. Non, c'est moi qui ai confondu avec un autre intervenant. Donc oui, pour le mois prochain, où tu reviendras et on abordera d'autres questions concernant la Chine et la géopolitique. Encore une fois, merci beaucoup Arnaud. On te laisse à tes activités professionnelles. Ça a été un honneur de te recevoir sur Fréquence Populaire. Tout l'honneur était pour moi. Merci à toi.